n'hésitez pas à intervenir, à lever la main ou à écrire dans le fil de discussion. Alors j'aurais plus de mal à le voir dans le fil de discussion parce que du coup, si j'affiche, je ne pourrais pas le voir simultanément. Je vais déjà me présenter et ensuite je laisserai ma collègue se présenter. Donc moi, je vais m'occuper de tout ce qui est volet réglementaire, du coup, législation, prestation. Je m'appelle Thomas Brune, je suis du coup responsable d'unité au service prestation et médiateur administratif. Bien, bonjour, moi je suis Karine Tarret, responsable du pôle donc, des aides collectives donc, en action sociale et contrôleur sur place en action sociale. Donc moi je présenterai les dispositifs qui sont mis en place au niveau de l'action sociale, tels que Promeneur du Net, l'utilisation du CAF.fr et la mise en œuvre donc, des crèches à VIP, donc des crèches à vocation d'insertion professionnelle. On fera un zoom donc, sur les nouveautés. Eh bien voilà, est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que vous nous entendez bien, juste pour confirmation? Oui, oui. Eh ben c'est parfait. Et ben dans ce cas-là, hop, on va pas traîner plus. On va se lancer du coup. Alors je vais commencer du coup sur tout ce qui va être actualité réglementaire. On va passer ça pour garder un peu de suspense. Donc on va commencer par la modification. Alors on va en reparler un petit peu du coup vers la fin de mon compte partenaire, puisque Karine vous en reparlera un peu plus en détail. Moi je vais vous parler juste du coup des. Merci. Juste des actualités et des évolutions. Alors, attendez, je vais juste autoriser en même temps. Des évolutions qui sont censées déjà être mises en œuvre. Alors, il y en a une ou deux qui sont déjà actives. Il y en a aussi certaines qui sont un petit peu défaillantes, malheureusement. Donc, la première, ça a été la mise en place d'une double authentification. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà testé du coup l'accès à votre espace partenaire récemment, mais normalement, depuis une semaine, lorsque vous essayez de vous connecter, vous allez devoir vous allez recevoir un mail avec un code d'authentification pour du coup valider votre connexion. Alors normalement, ce code de mémoire, il doit être valable pendant 24 heures et renouvelable du coup tous les jours. Alors ça peut être un peu contraignant puisque à chaque fois que vous allez vous reconnecter, vous devrez du coup aller sur vos mails pour récupérer ce petit code d'authentification. Malheureusement, c'est aussi pour du coup renforcer toute la sécurité qu'on a côté informatique et obligations nationales. Alors attendez, je regarde juste. J'ai une question de Madame Fount. Non, il n'y a pas de souci, on vous transmettra de toute façon le lien de l'enregistrement, ainsi que du coup tout le PowerPoint qu'on va vous défiler là. Donc il n'y a pas besoin de prendre de notes, vous inquiétez pas. Même les questions, du coup, vous pourrez les retrouver dans l'enregistrement si vous vous souvenez à peu près de quand elles auront été posées. Voilà. Deuxième évolution, ça va être du coup la modification. C'est même pas vraiment la modification, ça va être la possibilité de s'authentifier avec son adresse mail, ce qui va permettre du coup quand vous avez du coup un doute sur votre log, si c'est en tant que bailleur, si c'est en tant que machin. Des fois, vous avez des identifiants avec des chiffres, des numéros à rallonge. Normalement, vous aurez la possibilité de vous authentifier avec l'adresse mail qui a été renseignée du coup lors de la signature de la convention partenaire. Alors, je ne sais pas si c'est totalement actif. Normalement, ça devait l'être depuis la semaine dernière. Et il doit le présenter du coup sur l'écran d'authentification pour vous mettre que vous avez le choix de faire soit du coup par votre adresse mail, soit avec vos identifiants. Alors, s'il n'est pas actif tout de suite, ça devrait venir du coup courant du mois de juin. C'est juste que là, la mise à jour nationale, elle a été tellement lourde que il y a pas mal de petites choses qui sont pas bien passées, où il y a certains profils. Des fois, c'est le profil tuteur, des fois, c'est le profil bailleur qui ont rencontré certaines anomalies. Donc, c'est en cours de correction et c'est bien pris en charge par notre équipe nationale. Et la troisième évolution, du coup, c'est pour les personnes qui auraient plusieurs profils. Par exemple, si vous êtes à la fois bailleur, si vous êtes à la fois tuteur, si vous êtes à la fois, si vous avez plusieurs profils sur mon compte partenaire, ou si vous êtes propriétaire de plusieurs SCI en tant que bailleur, normalement, vous devriez avoir un accès unique avec un seul compte. Ce qui veut dire que vous pourrez du coup jongler entre plusieurs profils. Quand vous cliquerez en haut à droite, vous aurez la possibilité du coup de switcher entre différentes fonctions. Ce qui permettra aussi un gain de temps pour les partenaires, pour vous en tant que partenaire, pour vous identifier et changer de profil si besoin. Donc forcément, si vous êtes juste, si vous avez qu'un seul profil avec un seul identifiant, ça va pas vous changer la vie. Mais c'est plus, nous, c'était principalement pour les bailleurs
qui ont par exemple une SCI avec leurs frères, une SCI avec leurs sœurs, une SCI par-ci par-là. Ça leur permet aussi du coup de pouvoir rester connectés sans avoir besoin de refaire le code d'authentification à chaque fois. Voilà. Alors c'est pour ça on vous les présente, on va dire, avec un petit peu avec des pincettes. Je sais que la première marche, je sais que les deux suivantes sont un petit peu plus litigieuses puisque les deux ont rencontré voilà, deux, trois petites erreurs. Et en tout cas, vous savez que ça va rentrer en vigueur. Alors, il ne veut pas passer. Je vais repasser là. La nouvelle actualité, alors ça ne vous concerne pas directement, c'est plus concernant du coup nos allocataires. Juste pour vous informer qu'on a mis en place en fait une nouvelle version du chatbot. Vous savez, c'est le petit outil de questions-réponses qui apparaît en bas à droite. Vous lui posez une question, normalement il vous répond en allant chercher certaines informations du coup sur l'espace allocataire. C'est juste pour vous dire qu'il a été un petit peu amélioré sur la base de l'intelligence artificielle génératrice qui permet en fait d'aller faire du picking sur soit des sites réglementaires, sur Légifrance, etc., pour renforcer des fois les réponses aux allocataires. Donc la réponse sera un peu plus étoffée et un peu plus complète que ce qui était déjà fait avant. À savoir que sur l'application mobile ou sur les autres pages du CAF.fr, ce chatbot, du coup, il sera toujours sur l'ancien régime. C'est vraiment, du coup, pour les questions que vous pourrez poser, du coup, sur les premières pages, où il sera renforcé. C'est pas une évolution majeure, mais c'est juste pour vous dire que maintenant, désormais, il doit censé apporter des réponses un peu plus complètes à nos allocataires. Et il ne veut vraiment pas le faire d'ici. Hop, on retourne ici. Nouvelle actualité aussi, c'est une actualité qui est rentrée en vigueur du coup dans les environs, alors je ne sais plus si j'ai mis la date exacte, bon c'est mi-mai de toute manière, c'est quelque chose qui est redondant puisque ça va revenir chaque année, c'est un peu comme la campagne loyer, là c'est la campagne maintien dans les lieux pour les étudiants, donc c'est juste pour vous rappeler le contexte, un étudiant il peut prendre un logement, que ce soit à la cave de Chaumont, à la cave de Dijon, à la cave de Metz, peu importe, dans n'importe quel département. Et tous les ans, on va lui demander en fait de confirmer s'il conserve son logement ou pas pendant la période estivale, et si tout simplement il quitte son logement du coup à la fin de la rentrée, enfin à la fin de la période scolaire. Donc la seule chose qu'il a à faire, c'est se connecter sur son espace caf.fr. Comme on le voit sur le petit diapo, en fait, là, il a une petite alerte en rouge, comme pour faire une déclaration trimestrielle, etc. Où il a juste besoin de nous confirmer s'il conserve son logement pendant l'été. Si, du coup, il ne le conserve pas, mais qu'il garde le logement et qu'il le reprend au mois de septembre, ou s'il quitte son logement, et dans ce cas-là, on va l'inviter, du coup, à déclarer une nouvelle adresse, donc soit retour chez ses parents, soit un changement de logement. Dans les trois cas de figure, il y a un impact différent. Donc, s'il nous dit qu'il conserve son logement, pas de souci, l'aide au logement continue à être versée sans problème. S'il nous dit qu'il ne le garde pas, par exemple, pendant le mois de juillet et le mois d'août, donc dans ce cas-là, on va suspendre l'aide au logement de juillet et août, mais on va reprendre directement l'aide au logement dès le mois de septembre. Ce qui fait qu'il n'aura pas la date d'effet qu'on applique normalement quand vous faites une demande d'aide au logement, c'est à partir du mois suivant. Là, il ne perd pas le mois suivant, puisque c'est effectif dès le mois de reprise. Et s'il nous déclare qu'il a quitté son logement, forcément, il y a interruption de l'aide au logement. La petite particularité, c'est que si du coup notre allocataire ne nous signale pas, ne fait pas cette petite démarche, son droit à l'aide au logement va être suspendu à partir du 1er août pour éviter du coup qu'il y ait un trop perçu par la suite. Mais pas de souci, à n'importe quel moment au 31 décembre, il pourra nous signaler et revenir en arrière pour qu'on reprenne, du coup, nous, le versement de l'aide au logement. Ce qu'on fait en même temps, c'est qu'on fait aussi une campagne proactive. Alors, je suis désolé, la caméra, elle zoome, elle dézoome. Voilà. On va faire aussi une campagne proactive où on va appeler, du coup, toutes les personnes qui n'ont pas encore fait la démarche pour leur rappeler qu'il y a juste une petite chose à faire, se connecter sur leur espace, nous mettre oui, non. Et voilà, et s'il y a un départ, nous mettre la date de départ. Encore pas mal de petites personnes qui arrivent. Voilà. Donc on vous a remis des copies d'écran de la démarche. Nous, c'était aussi pour vous redonner une donnée chiffrée.
En termes de données chiffrées, chez nous, ça représente du coup très peu d'étudiants, puisqu'on est pas un département non plus trop concerné par cette démarche-là. Donc, on a 250 étudiants qui sont concernés par cette démarche en Haute-Marne. Et on en a déjà, je crois, un cinquième qui a répondu. Donc, nous, on va les relancer par SMS et par phoning aussi, pour qu'ils puissent du coup en prendre connaissance le plus rapidement possible. On refait un petit zoom aussi sur du coup la revalorisation de la prime d'activité. Donc même si ça c'est entre guillemets en vigueur depuis le 1er avril, mais ça n'a pas encore eu d'impact puisque c'est sur le trimestre, on va dire le trimestre précédent. Donc ça prendra effet qu'à partir du coup du 1er juillet réellement. On verra une réelle évolution, puisque si on fait avril, vous aurez avril, mai, juin, donc potentiellement, du coup, à partir du mois d'août, puisqu'on fait M-3, M-1, enfin maintenant c'est M-4 et M-2, pardon, pour avoir du coup le trimestre suivant avec la prime d'activité. Donc là, comme on va se baser sur le trimestre de référence, ça n'en rentrera en application vraiment que quelques mois plus tard. Donc pour reprendre vraiment le support, je vais vous le relire quand même pour vous le représenter. Donc en plus de la traditionnelle revalorisation annuelle qui s'effectue tous les mois d'avril, une réforme de la prime d'activité est entrée en vigueur au 1er avril, permettant à une partie des bénéficiaires de voir leur complément de revenu augmenter. Les premiers versements seront effectifs à partir de l'été 2026. Du coup, quand on met l'été 2026, c'est réellement, on peut voir une toute petite évolution à partir du mois de juin, et ça sera du coup progressif, juin, juillet, août. L'impact sera de plus en plus important. Donc un coup de pouce supplémentaire à la prime d'activité est en effet mis en œuvre du coup à partir de cette année, consistant à augmenter progressivement la partie qu'on appelle, nous, bonification de la prime d'activité pour les revenus compris entre le SMIC, qui est compris, du coup, enfin, qui est de 1442,40 € actuellement, et 1,15 fois le SMIC, donc 1658,76 €. Ce qui aura pour effet de faire progresser la prime d'activité pour les bénéficiaires aux revenus les plus modestes. Et on du coup a monté le plafond de ressources qui permet aussi aux personnes ne touchant pas actuellement la prime d'activité avant réforme d'avoir une petite partie de la prime d'activité. Donc des personnes qui n'avaient pas le droit à la prime d'activité au jour d'aujourd'hui pourraient avoir un droit par exemple de 20-25 €, ce qui est toujours du coup bon à prendre. Hein. Sur un trimestre, si c'est 20 € sur un trimestre, ça représente quand même 60 € sur un trimestre. Et c'est toujours petit coup de pouce et toujours une somme bonne à prendre. Donc pour cette bonification exceptionnelle, les usagers n'ont aucune démarche à faire puisqu'elle se fait automatiquement. La revalorisation des barèmes, elle se fait toute seule. Ils auront juste à faire du coup leur déclaration trimestrielle. Pour les personnes pensant désormais être éligibles à la prime d'activité, on les invite du coup vivement à simuler leurs droits sur CAF.fr. À savoir aussi qu'on a une campagne, mais ça je vais vous le présenter un petit peu après. On a une campagne d'accès au droit encore actuellement qu'on mène auprès de, je crois qu'on a ciblé plus de 2000 personnes du coup qui ne bénéficient pas de la prime d'activité, mais qui sont en activité et connues de la CAF, pour les inviter quand même à se diriger vers une simulation à la prime d'activité. Alors parfois ça peut être un peu étonnant puisqu'on va cibler par exemple des personnes qui ont des revenus fiscaux à 100 000 €, ce qui peut paraître énorme, mais ils peuvent avoir eu des baisses de revenus significatives sur cette dernière année par exemple, et potentiellement ouvrir droit à la prime d'activité. On a vraiment élargi le champ des bénéficiaires potentiels pour vraiment essayer de louper le moins de personnes possible et cibler le plus de personnes. Voilà. Alors, c'est pour les revenus par personne ou par foyer. Alors pour la prime d'activité, on prendra toujours les revenus du coup du foyer. Donc c'est pour monsieur, madame et les enfants potentiels. Donc c'est sûr que si les deux personnes sont à 5 000 €, enfin s'il y en a un à 5 000 et puis il y en a un qui est à 1 000, ça nous fera quand même l'équivalent de 6 000 qu'on va diviser du coup par deux. Donc on restera toujours un peu quand même au-dessus du coup des barèmes de la prime d'activité. Sauf si derrière on a 5, 6, 7 enfants. Là forcément on change de barème et il y a un droit potentiel. Le montant indiqué, alors là on est sur du SMIC. Alors le montant qu'on va mettre, nous là, c'est le montant net. Alors c'est le montant net social. Attention, c'est pas le montant net payé, ni le montant brut, c'est le montant net social. De toute façon, le mieux à faire, c'est d'essayer d'augmenter, de faire une simulation. La simulation, elle prend à peine 5 minutes.
même si les personnes vont mettre des revenus estimatifs, l'avantage, c'est que nous, du coup, avec la montée en charge du coup du DRM, du coup, des revenus à la source, c'est que quand ils vont nous indiquer leurs ressources, nous, on va avoir une double vérification qui va se faire derrière. Et s'il y a un droit, bah, du coup, la demande pourra être déposée. Et s'il n'y a pas de droit, il y a un refus qui se fait automatiquement. C'est vrai que nous, on a plus tendance à vous inviter, même si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr ou ça semble même trop, à quand même orienter vers une demande, enfin une simulation de prime d'activité, ce qui est très rapide à faire. Et puis, bah, du coup, ça permet de n'oublier personne. C'est vrai qu'on préfère pas donner de montant exact, puisque c'est vrai que ça va vraiment dépendre des revenus du foyer et voilà, et de la composition du foyer, surtout. Alors, je regarde si j'ai une doute. Non, c'est bon. La prochaine actualité, alors, c'est pas forcément une actualité, c'est plus une mise à jour, du coup, nous, de notre site caf.fr, de nos pages locales. C'est du coup un nouveau parcours usager qu'on a mis en place. Alors, c'est des petites vignettes que vous retrouverez du coup quand vous allez dans nos pages locales de la CAF de la Haute-Marne. C'est un parcours usager qui va s'appeler Je suis dépendant, quelles aides pour moi et mes proches. Donc là, ça va être à destination principalement du coup des personnes qui aident du coup un parent ou une personne qui peut être handicapée, qui peut être un enfant, qui peut être un parent, qui peut être un proche. Et aussi du coup pour essayer de toucher un public qui ne pense peut-être pas forcément être concerné. Donc c'est pour ça qu'on a mis une petite vignette sur je m'installe en maison de retraite, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui ne pensent pas qu'ils pourraient avoir un droit. Alors ça va rarement couvrir du coup le montant total voilà, d'une redevance en maison de retraite, parce qu'on sait que ça peut atteindre 2000, 3000 euros. Mais si par exemple la personne, voilà, la personne âgée n'a qu'une redevance, enfin n'a qu'une une réversion ou une petite retraite, elle peut avoir un droit potentiel à une aide au logement. Alors, ça sera jamais, voilà, ça ne couvrira jamais 1000 euros ni quoi que ce soit, mais ça peut être toujours 50, 60, 150 euros d'aide au logement qui peut être versée en complément à la maison de retraite ou à la personne directement. Et voilà, c'est toujours une somme qui est bonne à prendre et qui soulagera à minima du coup la personne. On a remis une vignette du coup Je suis aidant pour orienter sur tout ce qui va être du coup la JPP ou la JPA du coup l'allocation journalière proche aidant ou l'allocation journalière de présence parentale qui va être plus là du coup à destination des enfants. On réoriente aussi vers tout ce qui est AEH, du coup, bah, s'il y a besoin du coup de faire, enfin que l'enfant a besoin du coup d'être dans un établissement ou non. Donc voilà, nous, le but c'était aussi de vous présenter ces petites vignettes-là, savoir qu'elles existent. Alors on vous l'a redétaillé pour vous présenter les prestations. Nous, le but c'est pas vous représenter du coup toutes les prestations de la CAF en intégralité aujourd'hui. Ça va être vraiment du coup de réorienter sur tout ce qui est prestations qui sont peut-être sous-demandées parce qu'elles sont méconnues. Donc, comme je vous le disais, là, on a remis du coup la JPA, où on vous a remis du coup le principe de la JPA avec les 66 jours potentiels, avec les conditions du coup qui sont requises. Mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que le focus d'aujourd'hui n'est pas fait du coup sur tout ce qui va être proche aidant. C'est juste pour vous présenter du coup ce nouveau parcours qu'on a mis en place et qui fait des renvois soit vers une simulation, soit vers nos pages locales, soit même vers les sites partenaires, qui peut être la MDPH, qui peut être voilà, tous les sites là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et si vous les testez, on vous invite à les tester. Alors, je reviens sur le fil de discussion pour vérifier. Un enfant ou un beau-fils. Concernant les prestations de la CAF, un enfant ou beau-fils, belle-fille retraité peut-elle devenir l'aidant de sa belle-mère? Alors, attendez que je remette vraiment tout dans son contexte. C'est pas la situation la plus évidente. Alors, un enfant ou un beau-fils. Tes beaux-parents, est-ce que tu peux être... Oui, oui, mais alors je réfléchis. Parce que, alors, le souci, c'est que nous, c'est pas la CAF de la Haute-Marne en plus qui traite tout ce qui est AJPA et AJPP, du coup, pour notre CAF.
parce que c'est une prestation qui est maintenant mutualisée, qui est gérée du coup par la CAF de la Meuse, la CAF 55, qui traite en fait pour plusieurs CAF parce qu'ils se sont spécialisés dans cette prestation-là. Et c'est vrai que nous, on a des petits manques du coup pour les cas précis. Alors forcément, je pourrais du coup vous répondre vraiment pour les parents directs. Beau-fils, belle-fille. Alors je pourrais pas vous répondre tout de suite et je vais prendre un petit peu de temps pour y répondre. Donc à la rigueur, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de l'intégrer du coup dans le mail que vous fera la secrétaire de direction quand elle vous renverra le lien avec le support. Là, sinon, on va monopoliser le truc. Ah, la réponse était dans le slide en plus. C'est vrai qu'elle l'a bien détaillé peut-être. Dès que je reviens dessus. Alors, normalement, je l'ai. Entretenir des liens étroits et stables avec la personne aidée. Oui, normalement, c'est juste des liens étroits, mais alors du coup, on n'imposait pas forcément de lien de parenté direct. Donc, normalement, c'est bon pour moi. Mais c'est pour ça que je voulais en être sûr. Alors, attendez, je relis aussi le paragraphe. L'usage est disposé de 66 jours par personne aidée, dans la limite de 4 personnes tout au long de sa carrière professionnelle, après accord de son employeur ou attestant d'une interruption de son activité professionnelle, sa formation, sa recherche à l'emploi. La JPA n'est pas une prestation familiale, il s'agit d'un revenu de remplacement soumis à l'impôt. Pour bénéficier de cette aide, l'allocataire doit résider en France, entretenir des liens étroits et stables avec la personne aidée, l'assister dans les actes et activités de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente à ce titre et non professionnel, réduire ou cesser son activité. Donc tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Et bien voilà. Du coup, on a la réponse qui a été faite en même temps. Alors j'en avais la quasi-certitude, mais je ne voulais pas vous dire de bêtises, parce que comme c'est des prestations qui sont souvent du coup modulées en fonction des décrets parlementaux, parce que la JPP change souvent, par exemple. La JPA, c'est vrai qu'on l'a un petit peu décroché parce que c'est pas la prestation qui est la plus demandée, parce que les personnes ont quand même assez de difficultés à avoir une perte, on va dire, assez conséquente aussi sur leurs revenus. Voilà, il y en a beaucoup qui ne pensent pas forcément à y recourir. Donc, voilà. Donc dans tous les cas, vous retrouverez avec les petites vignettes tout le suivi législatif un peu plus approfondi. Là, vous avez, enfin, sur le diapo, on vous a vraiment remis du coup les conditions de base. Et voilà. Eh bien, c'était tout pour ma partie pour l'instant. Je vais laisser à ma collègue. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je les reprendrai sur le fil d'actualité. Je vais laisser ma collègue enchaîner du coup sur les promeneurs du net. Ouais, donc on tenait à refaire un petit zoom donc, sur le dispositif des promeneurs du net. Donc le promeneur du net, donc c'est un professionnel, donc c'est souvent des éducateurs, des animateurs, travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des jeunes, donc sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des professionnels qui travaillent essentiellement dans le domaine de la jeunesse et dans le domaine de la parentalité. Donc, qui vont investir ce qu'on appelle la rue numérique et accompagner dans l'éducation numérique des jeunes et des parents. Donc, ils vont... Tu peux passer. Avant. Oui. Voilà. Bon. Donc, il est là donc, pour transmettre des informations généralistes. Donc, c'était un accompagnement quand même vis-à-vis donc, des jeunes et des parents qui vont sur Internet. Donc, le promeneur du net va les aider à soit à transmettre des informations, créer et maintenir du lien social en accédant à des réseaux sociaux, mais tout ça en sécurisant pour pas qu'il y ait de débordement. Ils vont les accompagner, donc, s'ils ont quand ils veulent réaliser des projets ou autres, ou des parcours individuels. Ils vont les orienter vers les structures partenaires pour justement éventuellement pour des recherches d'emploi ou de formation. Et ils vont être essentiellement déjà là pour l'écoute et les aides. Donc, c'est un espace de parole, d'expression, de débat. Voilà, un soutien psychosocial. Donc, ils proposent donc des permanences où les jeunes donc, peuvent accéder sur des ordinateurs pour justement donc, établir tout ce lien social et puis sécuriser un petit peu les échanges sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes vraiment curieux aussi de connaître plus en détail, vous reverrez sur le support, vous avez une petite vidéo aussi qui vous présente les promeneurs du net. Globalement, Karine a déjà tout expliqué. Mais si vous voulez voir à tête reposée ou plus en détail, de manière plus dynamique, vous pourrez la retrouver du coup sur la vidéo si vous le souhaitez.
Donc, en Haute-Marne, les promeneurs du net sont coordonnés par la CAF. Ils sont animés par la DPEP, l'Association départementale des pupilles et de l'enseignement, je ne sais plus le dernier P, donc 52. Donc, il y a 10 structures. Donc, on vous a remis une cartographie donc, avec 11 promeneurs du net, 8 en jeunesse et 3 en parentalité. Donc, on a remis la cartographie. Vous pouvez les retrouver avec les personnes donc, qui sont en charge, qui sont des promeneurs du net. Voilà, dans différentes associations. Ça peut être des associations, ça peut être des collectivités. On a les missions locales, voilà, les centres sociaux. Alors, l'atelier maternité, donc la programmation des ateliers maternité 2026. Donc, c'est un atelier multipartenarial donc, qui est animé donc, par la CAF, la CEPAM, la PMI et une sage-femme, soit du conseil départemental, soit de la maternité. Donc, les publics concernés, c'est toute personne ayant déclaré sa grossesse auprès de la CEPAM et de la CAF dans un délai de 5 mois précédant l'atelier. Donc, les futurs parents reçoivent systématiquement une invitation sur leur boîte mail ainsi qu'un SMS de rappel donc, pour participer à ces ateliers. Alors, le but de ces ateliers, c'est lutter contre les inégalités sociales, permettre aux futures mères donc, de prendre en charge leur santé durant toute la période de la grossesse. Ça leur permet aussi d'échanger avec d'autres mamans, futures mamans, permettre aux futurs parents d'avoir une meilleure connaissance des démarches administratives. Donc, on va leur présenter donc, toutes les prestations ou toutes les aides qu'ils peuvent avoir droit en lien avec cette maternité. Leur apporter une information sur le suivi de la grossesse, de la santé de la maman, la préparation à l'accouchement. Voilà. Donc, ce sont des ateliers qui permettent aux parents, aux futurs parents, de pouvoir échanger donc, sur différents domaines et puis peut-être aussi un moyen de les rassurer dans cette nouvelle étape de vie. Alors, on vous a remis donc les plannings des futurs ateliers. Donc, en juillet, en septembre, octobre, novembre, donc un petit peu sur tout le département, Doullens-le-Château, Joinville, Hospitalier Chaumont et Saint-Dizier. Alors, si vous n'avez pas de questions sur le sujet, je vais du coup vous rappeler alors, les prochains rendez-vous. Bon, c'est pas encore la fin, hein, puisqu'on a encore 2 grands focus à vous faire. Les prochains rendez-vous de la CAF, donc, le premier, ça sera du coup une rencontre territoriale à VIP sur le secteur de Chaumont. Il y aura un zoom sur le dispositif de crèche à vocation insertion professionnelle, donc les crèches à VIP, à destination des structures d'accueil et du jeune enfant du territoire et des prescripteurs animés à la fois par la CAF et aussi par France Travail. Ça se déroulera du coup dans les locaux de la CAF le 9 juin à 10h. On aura aussi un conseil d'administration publique qui va se dérouler le 10 juin à Iloud, qui va présenter le rapport d'activité 2025 de la CAF de la Haute-Marne. Donc, si vous êtes intéressé, moi je n'y serai pas, mais si, si vous êtes intéressé, vous pouvez y participer puisque c'est un CA public. On aura aussi une rencontre territoriale à nouveau à VIP, mais cette fois sur les secteurs de Langres, qui va se dérouler, enfin destiné au secteur de Langres, pardon, qui va se dérouler cette fois le 11 juin, donc 2 jours plus tard, à 10h encore à nouveau du coup dans les locaux de la CAF, et sera animé de la même manière par la CAF et par France Travail. On organise aussi un accueil de stagiaires de seconde, voilà, pour leur présenter le métier de la CAF, et puis tous les emplois qui vont autour, à la fois aux prestations et puis les emplois qu'on peut proposer aussi. Donc le but, ça va être l'observation des missions de la CAF qui va se dérouler du lundi 15 au vendredi 26 mai 2026. Qui s'est déroulé. C'est 26 mai. 26 mai, c'est passé du coup. Alors j'ai un petit doute sur ce qui s'est. Ça, je sais pas. Il me semble que ce sera peut-être plutôt pour le mois de juin. Ouais. Voilà, il y a peut-être une petite coquille. Je referai confirmer, je referai modifier le diapo, mais du coup j'ai un doute. Parce qu'en fait, comme on a beaucoup de partenariats avec les lycées, et puis ne serait-ce qu'avec le lycée Beauchardon, on accueille beaucoup du coup de stagiaires ou de BTS ou autres dans le cadre de leurs études. Donc, on a un petit peu de mal des fois à suivre dans quelle mission on est actuellement. Donc on s'en excuse si c'est une erreur. On fera corriger de toute manière. Et forcément, du coup, le prochain webinaire partenaire, comme tous les premiers lundis du mois, qui sera du coup cette fois le lundi 6 juillet à 10h30. Hop. Je regarde si vous avez des questions. Plein de petites
chose. Alors, j'ai 2 questions, j'en ai peut-être une pour toi. Attention. Alors, une question du coup de Madame Funt. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer le 9 juin, je pense, en visio, ce sera également possible ou pas? Alors, attendez, je reprends, je me souviens plus des rendez-vous, je reviens sur les rendez-vous. Le 9 juin, c'est lequel? Le 9 juin, c'est sur les AVIP. Alors, pour moi, non. C'est vraiment qu'en physique, ouais. Là, ça sera pas possible. C'est vraiment, oui, c'est vraiment. Il n'y a pas de lien Teams, il n'y a pas d'invitation comme ça, donc c'est vraiment dans les locaux de la CAF, c'est vraiment du coup en physique. Et la deuxième question, du coup, de Madame Monod, est-ce qu'on peut s'inscrire sur la rencontre territoriale AVIP secteur Chaumont? Est-ce que tu le sais ou pas? Aucune idée. Ah. Parce que la référente AVIP, parce qu'on va présenter justement le dispositif AVIP après, elle était en congé la semaine dernière et c'est vrai que j'ai pas. Non. Bah, je pense que c'est ouvert à tous, non? Eh bien. Je ne sais même pas si c'est. Je peux reposer la question, hein. Je vais répondre à la dame. Oui, parce que alors, tout le monde se pose la question, j'ai l'impression. Ah bon? Parce que du coup, j'ai Madame Monod qui demande si elle peut s'inscrire, enfin, si on peut s'inscrire, du coup, et du coup, j'ai Madame Massin aussi qui me demande si on doit s'inscrire pour y assister. Eh bien, sachez que nous n'avons pas la précision, parce que nous n'avons pas la. En fait, comme on a différents services. Rencontre AVIP, alors du 9 juin. Ça serait celle du 9 juin. Bon, après, ça marche aussi, du coup, pour celle du 11 juin, puisque c'est pour le secteur de l'Indre. Donc ça, on vous fait le retour le plus rapidement possible. Donc, oui, je vais l'appeler tout à l'heure. Oui, je vais vous le redonner. Parce qu'elle est là, sinon. Non, elle est revenue aujourd'hui, c'est pour ça. Tu peux aller la voir, sinon, si tu veux. Pendant que je présente la VVC. Ah bah si tu veux, tiens, je vais aller lui poser la question tout de suite. Eh ben, on va vous répondre dans quelques instants. Elle va lui poser la question. Merci beaucoup, Karine. Et pour vous dire de quoi ça va parler précisément, il n'y a pas de souci. De toute façon, ma collègue Karine, dès qu'elle reviendra, elle a un focus sur les crèches à VIP. Du coup, elle va vous présenter ce qu'il y a du coup derrière tout ça. Et du coup, ça va permettre du coup de refaire le zoom sur le dispositif, parce qu'au final, c'est plus présenter le principe des crèches à VIP plutôt que faire des inscriptions, les choses comme ça. Donc ça ne va pas forcément vous apporter plus que ce qu'on va vous présenter là déjà aujourd'hui avec le focus. Voilà, du coup j'en profite qu'elle soit absente pour enchaîner sur la partie prestation, celle-là n'intéressera pas trop. Moi je vous refais du coup un zoom sur la VVC, l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales. Attendez, je revois Madame Monod. Pas de souci Madame Monod, du coup on vous souhaite une bonne journée. Eh ben, pas de souci. Du coup, Madame Foun, vous allez le voir juste après, quand elle va présenter Crèche à Vivre, vous verrez du coup si vous sentez, enfin, si ça peut rentrer dans le cadre de vos missions ou de votre accompagnement ou non. Donc la VVC, bon, on ne peut pas non plus vous le rappeler, qu'est-ce que c'est que la VVC, parce que ça reste quand même une prestation qu'on présente très régulièrement, parce qu'on essaie de sensibiliser du coup tous les acteurs, tous les partenaires qui peuvent être en relation avec du public en difficulté, qui sont victimes de violences conjugales ou qui pourraient avoir connaissance de victimes de violences conjugales dans leur entourage et qui pourraient être orientés vers ce système-là. Donc pour rappel, c'est rentré en vigueur du coup avec la loi du 1er décembre 2023. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on milite et qu'on essaye du coup, alors, je ne vais pas dire d'en faire la promotion, puisque forcément c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir, mais que c'est un public qu'on veut aider le plus possible. Donc pour rappel, elle peut être faite sous 2 formes, soit une aide financière non remboursable, soit remboursable en fonction des revenus de la famille, enfin de la personne qui va soumettre sa demande. On a eu, je crois, sur 2 ans et demi, une seule aide financière remboursable. C'est quasiment systématiquement des aides financières non remboursables. C'est plus qu'on va avoir des barèmes du coup en fonction des revenus. On vous reprécise que l'aide s'adresse du coup à toute personne, qu'elle soit locataire ou non de la CAF. Il n'y a pas parce que du coup vous n'êtes pas connu, parce que vos ressources ne vous permettent pas d'avoir des prestations de la CAF. Toutes les personnes du coup peuvent déposer une demande d'AVVC auprès de la CAF de la Haute-Marne. Seule chose qu'on lui demande du coup, c'est de résider dans notre département, sinon ça sera dans son département de résidence.
Il n'y a aucune condition de résidence qui est exigée, à part du coup forcément résider dans le département là où on dépose la demande. Il n'y a pas de condition d'âge qui est prévue. On a déjà eu des demandes pour des personnes qui sont très jeunes comme des personnes qui sont relativement âgées. Il n'y a pas de sexe qui est imposé non plus, hein. Ça peut être un homme comme une femme. L'aide est ouverte aux Français, aux ressortissants des États membres de l'UE, aux usagers de nationalité étrangère qui ont un titre de séjour. Il n'y a aucune restriction dessus. Et l'aide, elle est versée directement aux victimes avec ou sans enfants, puisqu'il n'y a pas de condition du coup d'avoir d'enfants à charge pour en bénéficier. Elle est appréciée de manière plus large pour les autres prestations au sens du code civil, excusez-moi. Et voilà, c'est juste que ça va nous changer potentiellement le barème s'il y a des enfants à charge. Voilà, la VVC, il n'y a pas d'obligation d'être en couple, d'être pacsé, d'être marié, ni quoi que ce soit. La personne peut même toujours être du coup avec la personne qui émet les violences, malheureusement, et ça, nous, on n'a pas de vérification obligatoire derrière. On n'est pas obligé de se séparer de la personne, même si c'est quand même conseillé, forcément. Donc, comme c'est précisé aussi, il n'est pas nécessaire que la victime vive ou ait vécu avec l'auteur des faits. Donc, ça peut être une personne, on va dire, voilà, une relation qui a juste été externe du coup à la vie du foyer. Et l'aide n'est pas conditionnée à une séparation du couple, comme je viens de le dire aussi. Parce qu'on a forcément des victimes qui ont du coup bénéficié de la VVC et qui sont retournées du coup avec leur agresseur ou avec, avec la personne qui émet les violences, malheureusement. À savoir que les situations de violence intrafamiliales non conjugales n'entrent pas dans le périmètre de l'aide. Par exemple, des violences qui sont perpétrées envers l'enfant du demandeur. Donc, dans ce cas-là, c'est quand même ça n'ouvre pas droit à la VVC, mais par contre, il y a forcément un dépôt de plainte et d'autres démarches qui sont engagées derrière. Alors juste le petit zoom que je vais faire du coup, c'est sur la démarche, comment elle se fait, puisque la VVC globalement, je pense que vous savez comment ça marche, c'est plus par rapport aux pièces jointes qui ont un petit peu été revues au fil du temps. Donc la demande d'AVVC, elle se fait via une téléprocédure sur caf.fr. Donc avant, on pouvait que télécharger le formulaire, maintenant on peut faire directement la téléprocédure. Pour sécuriser la demande, le mot de passe devra être obligatoirement réinitialisé pour éviter que du coup l'agresseur ou la personne, si elle a encore un accès sur l'espace caf.fr, qu'elle n'ait pas de vision sur la demande, la démarche de l'autre personne. En cas de vie commune avec l'auteur de violences conjugales, l'étude de droit s'effectuera sur un nouveau numéro allocataire. Donc ça permet du coup que les informations ne soient pas restituées aux yeux de l'agresseur potentiel. Et les libellés des documents qui sont émis par la CAF ne mentionnent jamais du coup la notion de violence conjugale. C'est juste dit qu'on vous a envoyé un document pour éviter du coup que vous avez fait une demande d'AVVC et que l'autre membre du couple potentiel se doute de la démarche. Donc afin de la protéger et puis d'éviter tout débordement. Ce qui est très important à préciser, c'est que le bénéfice de la VVC est conditionné à la présentation d'un des 3 justificatifs suivants. Parce qu'avant, on était un peu plus large et pas assez précis. Maintenant, c'est vraiment bien légiféré. C'est soit un dépôt de plainte ou procès verbal d'audition, un signalement du procureur de la République, fait au procureur de la République, ou une ordonnance de protection délivrée par le JAF. Il n'appartient pas au CAF, du coup, d'apprécier la nature ou la vraisemblance des faits de violence. On va pas non plus regarder dans le détail le jugement à partir du moment où c'est fait état de violence. Savoir que nous, à la CAF de la Haute-Marne, encore plus qu'au niveau national, puisqu'on est quand même très à cheval, nous, sur les délais de traitement, on s'engage du coup à un délai de traitement de 3 jours ouvrés à compter de la demande pour les demandeurs déjà allocataires et de 5 jours ouvrés pour les personnes non allocataires. L'aide ne peut être attribuée qu'une seule fois sur une période de 12 mois. Donc, si elle est victime 2 fois dans l'année, malheureusement, elle pourra en bénéficier que d'une fois. L'aide est versée en une seule fois dans son intégralité. Le paiement peut être effectué sur le compte de l'allocataire ou d'un tiers si besoin. Donc, ça peut être le RIB de la mère, d'une autre personne si elle a besoin. Si elle n'a qu'un compte commun, par exemple, et qu'elle ne veut pas le recevoir. Puis ensuite, après...
je ne vais pas dire qu'on s'en fiche un peu, mais c'est revenir déjà sur ce qui existe déjà. On vous a refait un petit zoom sur du coup le nombre de demandes qui ont été reçues, qui ont été traitées, ce qu'on a versé. Donc par exemple, depuis 2023, depuis sa mise en place, on a eu 267 demandes d'AVVC et rien qu'en 2025, rien que l'année dernière, on en a eu 126 pardon. Un peu plus de la moitié ont été réalisées directement sur CAF.fr. Une partie aussi a été réalisée dans nos locaux ou en interne. Ça a été fait avec nos conseillères sociales qui les ont reçues du coup en entretien individualisé. Et 6% transmises en format papier. Depuis 2023, ça représente 171 000 euros versés et sur l'année 2025, 79, quasiment 80 000 euros de versés. On vous a remis aussi le détail du coup du montant moyen. Donc nous, le montant moyen Cap de la Haute-Marne, c'est 905 euros, qui est un petit peu au-dessus du montant national. Voilà. Et ça représente quasiment 7,5 aides versées en moyenne par mois, ce qui reste assez énorme malheureusement. Alors l'aide de la VVC, le montant de la VVC, c'est qu'il y a plusieurs barèmes en fonction des revenus. Ce que je vais faire. Donc je ne peux pas vous donner un montant puisque c'est plusieurs montants. Et en fonction des revenus, en fait, c'est soit aussi une aide non remboursable ou une aide remboursable. Alors je vais essayer de vous les afficher, ça je peux vous l'avoir rapidement. En simultané, peut-être que ma collègue peut répondre. Oui, alors, donc les invitations pour les rencontres ont déjà été envoyées. Alors, on va vous mettre l'adresse de Madame Rochoux dans le mail, dans le but de discussion. Et donc, vous adresserez directement un mail à Sophie Rochoux en précisant de quel organisme vous faites partie et puis à quelle date vous voulez participer donc à la rencontre. Et puis donc, elle vous fera suivre l'inscription. Voilà. Alors ça, c'était pour vous rappeler, du coup, c'était pour les questions sur du coup comment s'inscrire ou si on devait s'inscrire effectivement pour la rencontre pour le 9 juin, du coup, pour la présentation des crèches à VIP. Donc, la secrétaire de direction vous remettra l'adresse de Madame Rochoux dans le mail. Oui. Pour qu'on y pense. Ouais. Comme ça, vous pourrez lui envoyer un mail pour vous inscrire. Mais nous, il n'y a pas de souci, hein. On pourra prendre autant de participants qu'ils le souhaitent, à partir du moment où ça rentre dans le cadre de vos missions et puis que ça peut vous apporter quelque chose. Si vous ne souhaitez pas, bien sûr, du coup, vous pourrez ne pas y participer. Alors, je vais vous représenter rapidement. Alors, pour les crèches, vous avez pu avoir le programme. Alors, le programme, il pas réellement, puisque le but, c'est vraiment juste de présenter en fait le dispositif à VIP. Donc là, c'est comme on va un peu le redécliner rapidement, puisque tu l'as en focus juste après. Ouais. Vous allez voir du coup ce qu'est le principe d'une crèche à VIP, et comme ça, vous allez voir si potentiellement ça pourrait vous intéresser. Alors, je vais vous repartager rapidement du coup le barème. Pourquoi le montant moyen est plus élevé en Haute-Marne ? Voilà, vous avez répondu aussi à la question, le montant moyen est plus élevé en Haute-Marne parce que nous, les demandeurs, généralement, ont moins de ressources, donc ils vont aller directement sur un barème qui est un peu plus, l'un des barèmes le plus élevé. Alors, je vais arrêter le partage, je vais repartager et... Ah, je ne veux pas que je partage celle-là. Alors, attendez, je vais repartager, du coup, je vais partager mon écran. Et voilà. Normalement, vous avez le partage, alors je pense que si vous le voyez. En fait, il y a plusieurs barèmes. Déjà, il y a en fonction de la composition familiale. Donc, si vous êtes isolé sans enfant, vous avez une aide maximum qui est à 651 euros. Si vous avez, comme c'est écrit ici, un enfant à charge, on est sur une aide maximum à 977 euros. Si vous avez 2 enfants à charge, c'est 1100 euros. Donc, vous voyez, c'est du coup en fonction de la composition familiale. Donc, ça va être très déterminant sur le montant maximum qui peut être versé. Et ensuite, le deuxième facteur, du coup, ça sera le plafond. Le plafond pour une personne isolée, si elle a plus du coup de 2000 euros, ça va déterminer le montant de l'aide. Si elle a plus de 2000 euros, ça sera une aide du coup remboursable. Si elle est en dessous de 2000 euros mensuels, du coup, ça sera une aide non remboursable. Et ensuite, ce montant, il sera déterminé avec un pourcentage ici. C'est pour ça que c'est relativement compliqué de vous dire combien, puisque ça sera vraiment en fonction des revenus. Parce qu'après, on va prendre notre troisième barème qui va déterminer en fonction de l'assiette. Donc, si la personne, elle a entre
enfin, elle est en dessous de 720 €, du coup, elle a le droit au maximum. Si elle est entre 720 et 1400, du coup, elle aura un taux de minoration de 20%, c'est-à-dire qu'elle aura du coup 977 moins 20%. Si elle a entre 1400 et 2100, elle aura du coup 977, du coup moins 40% de cette aide-là, etc. Donc c'est vrai que c'est dégressif et c'est en fonction du barème, donc c'est difficile de vous dire à quel montant, c'est vraiment en fonction de... Voilà. Après, si la personne n'a pas de ressources, c'est relativement rapide. Si la personne, par exemple, elle a une minima sociaux ou autre, on sait qu'elle aura le droit au maximum de l'aide directement. Je suis désolé, je ne peux pas être plus précis, mais c'est vrai que c'est très cadré le montant et c'est un peu compliqué d'avoir un montant exact. Je reprends rapidement le fil de discussion. Alors, j'ai encore un foot. Du coup, le montant de l'aide, je voulais dire rapidement, puisque je ne peux pas le décrire, puisqu'il y en a plusieurs. Pour les crèches, du coup, on va le voir juste après. Compte tenu de toutes les variantes, le plus judicieux est, je pense, quand nous rencontrons les personnes concernées, qu'elles vous contactent pour en savoir plus. Alors, il y a un outil de simulation directement sur le site CAF.fr. Donc ça, ils peuvent l'avoir. Et de toute manière, le but, c'est pas forcément de dire bah, on va vous donner tel montant. Alors c'est sûr que c'est bien de se projeter pour savoir le montant de l'aide financière. Mais le mieux, c'est surtout de les orienter dès qu'il y a des violences conjugales, c'est de les orienter vers une aide. À moins qu'elle soit à plus de 2100 € et qu'elle n'ait pas envie d'avoir une aide remboursable. Mais à partir du moment où elle est en dessous du coup du barème, bah, si c'est une personne isolée ou avec enfant à charge, bah, c'est automatiquement de l'orienter vers cette demande-là, quoi qu'il arrive. Parce qu'il y aura toujours une aide, peu importe les ressources de la personne. Voilà, après, c'est le simulateur, on le vend pas forcément, puisque bah, les ressources sont pas forcément bien connues de la personne, ou il y a peut-être des variantes. Nous, on insiste surtout sur le fait qu'il faut déposer une demande. Et on l'accompagnera, puisque à chaque fois qu'on a une demande d'AVVC qui est déposée chez nous, on va appeler aussi la locataire pour lui dire ce qui manque, pour lui dire combien elle ouvre droit, pour lui dire du coup les démarches, et potentiellement aussi de l'orienter. Alors s'il y a des enfants ou non à charge, ça dépend. S'il y a des enfants à charge, on va l'orienter aussi vers un rendez-vous avec une de nos conseillères sociales pour faire le plein de ses droits. Voilà. Mais oui, il y a un simulateur. De toute façon, les 3/4 de nos prestations, il y aura toujours un simulateur et c'est l'avantage. Alors j'enchaîne un petit peu, sinon on sera encore là cet après-midi. Et je pense que certaines personnes auront des impératifs. Alors je retourne sur le diapo. Du coup, la VVC, voilà, on a refait le focus dessus. Et je vais laisser du coup la main à ma collègue. Alors je compléterai peut-être aussi parce qu'on gère tous les deux un peu l'espace partenaire, mais pas sur le même périmètre, parce que ma partenaire c'est plus du coup sur le côté de, on va dire, de tout ce qui va être action sociale et partenaires sociaux, et moi c'est plus pour le côté bailleur et tuteur et peut-être autre profil. Voilà. Donc, on voulait rappeler un petit peu qu'est-ce qu'était l'espace partenaire. Donc, c'est c'est un outil qui permet, donc un outil sécurisé qui permet donc aux partenaires de pouvoir déclarer et d'échanger des données avec la CAF. Donc, ça simplifie certaines démarches, surtout administratives. Ça améliore le suivi des dispositifs et donc de notre côté à nous, ça nous aide au niveau des financements, côté action sociale. Peut-être aussi un peu prestation. Voilà. Bon, prestation, pas trop. Pas trop. Avec que nous, oui. Voilà. Donc, il s'adresse donc essentiellement donc aux collectivités territoriales, les associations et les gestionnaires d'équipements, donc nous dans le domaine de la petite enfance, la jeunesse et la parentalité, les bailleurs et les partenaires sociaux. C'est ça. Donc, de toute façon, on travaille avec tout le profil. Hein. On peut avoir une assistance sociale, conseil départemental, tuteur, bailleur, et puis bah, tous les partenaires du coup que je ne gère pas du tout, qui sont côté action sociale territoriale, etc. Ça, de toute façon, vous êtes là, donc vous avez déjà, je pense, quasiment déjà tout un accès. Voilà, mon compte partenaire. On a voulu remettre un petit peu les avantages. Donc, c'est un accès simple et sécurisé, une information centralisée, des échanges plus fluides avec la CAF, un accès sécurisé avec un identifiant personnel, donc qui a l'air d'être modifié avec les adresses mail, le respect de la confidentialité des données et une gestion rigoureuse des droits selon les habilitations accordées. Alors, donc, dans mon compte partenaire, donc, les partenaires ont la possibilité d'accéder à plusieurs
je sais pas ce qu'on appelle ça, Espace. plusieurs espaces, voilà. Donc, en fonction des habilitations qui leur sont attribuées, en fonction donc, des profils, hein, forcément. Donc, on a les espaces bailleurs, donc c'est pour les bailleurs moraux et physiques, donc pour les déclarations donc, des loyers. On a le CDAP et DG FIP, donc c'est accessible aux partenaires donc, ayant droit donc, pour la consultation des données allocataires. Au côté action sociale, donc, on a le service AFAS qui permet donc, aux partenaires de déclarer leurs données d'activité financière et de visualiser les montants des aides, donc en lien avec tout l'ensemble des prestations de services qui sont versées. Et on a Adonis. Donc, Adonis est réservé donc aux gestionnaires donc, des associations d'aide à domicile, donc, qui permettent aussi leur déclaration d'activité et la consultation des statistiques. Donc, l'enregistrement des situations des familles et donc, voilà, par rapport au champ d'intervention. Alors, de toute façon, je vais plutôt répondre à l'oral. Du coup, j'avais une réponse de Madame Klimsak. Alors, je suis désolé si j'écorche votre nom. C'est vrai que comme vous êtes nouvelle aussi, je vous connais moins. Si vous êtes du coup déjà, enfin, si vous êtes nouvellement arrivé chez un bailleur social, si c'est par exemple à Chaumont Habitat, à Maris, au PHLM, vous avez déjà, enfin, il y a déjà un compte qui est créé, puisqu'il y a un compte qui est administrateur, et en fait, normalement, c'est l'administrateur du compte qui peut vous créer un profil et vous donner délégation. Alors, en fonction de là où vous êtes, je pourrais pas vous dire du coup qui est l'administrateur chez vous, mais en fait, il y a une personne qui a vraiment du coup le pilotage de l'espace global et qui peut créer du coup des sous-personnes en dessous, enfin qui peut créer des accès de consultation en dessous. Contrairement aux personnes qui seraient nouvelles, qui ont besoin du coup de signer une convention ou de refaire une convention. Alors là, par exemple, je pense à Madame Guillemin, puisque vous avez changé du coup de SIRET récemment, et effectivement, on doit re-signer une convention. Alors j'ai Madame Jauget, normalement, doit prendre contact avec vous pour refaire la démarche. Alors, je suis désolé de vous pointer du doigt, hein, mais parce que je pense à vous, parce que j'ai eu l'occasion là. Donc dès qu'il y a un changement aussi de statut, ou alors si c'est juste d'adresse, c'est tout bon, il y a juste besoin de nous le signaler. Par contre, si vous changez voilà, de SIRET, etc., là, on doit re-signer une convention. Alors, c'est pas long, hein, on a une convention type, on l'a fait signer par notre directeur, c'est juste que niveau national, on est obligé de vous référencer au niveau national. Mais quand c'est juste, du coup, redonner un accès à quelqu'un, du coup, de votre organisme, l'administrateur a la main dessus et il peut normalement le faire. C'est vraiment pour des profils indépendants, on va dire, où on doit faire signer une convention systématiquement. Madame Fount qui me pose la question entre CDAP et DGFIP. Là, on les a définis comme en service accessible. Alors, le CDAP, c'est axé essentiellement donc, sur la consultation quotient familial, constitution des familles. Alors, le CDAP est beaucoup utilisé dans le domaine de la petite enfance, puisque il faut savoir que lorsqu'on met un enfant donc, en structure de petite enfance, les partenaires ont l'obligation d'utiliser CDAP pour fixer le tarif horaire aux familles. Le CDAP peut être utilisé aussi pour les accueils de loisirs, quand ils ont mis en fonction de leur barème, s'ils ont mis un barème modulé en fonction des ressources sur la base du quotient familial. Voilà. Alors, pour nous, les partenaires Action sociale, le CDAP est l'une des recommandations, justement, pour éviter que les familles fournissent des attestations de QF, voilà, ou pour s'assurer vraiment de la situation de la famille à un moment T, au moment de l'inscription. Le CDAP, c'est c'est le seul outil qui peut être, qui va mentionner la situation de la famille à un moment T précis, les ressources, la composition de la famille. Aujourd'hui, les bénéficiaires des enfants donc, qui sont bénéficiaires de l'AEH, puisqu'il y a des bonus qui vont se déclencher en fonction de ça. Voilà. Donc, ça permet aux partenaires d'avoir une visibilité un petit peu sur le dossier allocataire. Alors, en fonction des profils, tout n'est pas accessible. Hein. En fonction de l'utilité qu'on en a le partenaire, voilà, il y a des autorisations... je sais pas, moi, qui peuvent aller visualiser peut-être autre chose. Oui, en fait,
La différence entre les deux, c'est juste que c'est un service différent en fonction du partenaire. DGFiP, c'est réservé du coup pour le côté services fiscaux. Voilà. Alors que CDAP, nous, c'est l'ensemble des partenaires qui ne sont pas du coup dans les autres cadres. C'est un accès global. Par exemple, on a des conseillères sociales, des conseillers départementaux, qui peuvent consulter en fonction d'un profil qu'on va appeler T1, T2, T3, avec un degré d'habilitation qui permet de voir du coup un certain nombre de choses. Par exemple, on peut voir effectivement soit le montant des prestations, le détail des prestations, on peut voir différentes choses. Ça, de toute façon, c'est nous qui vous attribuons les degrés on va dire, d'habilitation en fonction du coup de vos besoins et aussi de vos professions. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à vous poser. C'est, on va dire, un peu invisible pour vous parce que c'est pas vraiment vous qui gérez ces habilitations-là. Et puis nous, vous le voyez bien, puisqu'il y en a qui peuvent avoir un cumul de plusieurs profils, qui peuvent être à la fois avoir accès à l'espace bailleur, à l'espace aussi CDAP, qui auront aussi accès à l'espace ESAT, par exemple, aussi, quand on va mettre en place, normalement, l'espace du coup ESAT pour faire les garanties de ressources, qui doit arriver cette année, qui devait arriver l'année dernière, qui devait peut-être arriver l'année précédente, comme tous les beaux projets qu'on mène. Enfin voilà. C'est vraiment un titre d'information, mais c'est juste que c'est des profils différents. Globalement, en fait, la CDAP, c'est presque la majorité des profils qu'on a, nous. Dans le cadre de mes missions, je gère la facturation sociale concernant toute la facturation secteur adulte de la page. Selon le règlement du coup, action sociale est effectuée sur les ressources. Depuis le conventionnement CDAP, je n'ai plus les accès à la lecture des ressources. Complique la facturation et évidemment qu'est-il possible de faire. Alors, on ne peut pas trop s'éterniser parce que là, c'est vraiment du coup votre cas particulier parce que c'est pareil, tout dépend toujours du coup de la mission que vous avez. Si vous êtes juste du coup gestionnaire de logement, on n'a que la partie gestionnaire de logement. Si on n'a pas du coup un profil, si vous n'êtes pas assistante sociale, on ne peut pas vous donner du coup le profil du coup d'un travailleur social. Et je sais la difficulté, on en a déjà parlé. Le problème, c'est qu'au niveau national, c'est en fonction des métiers de chacun et on peut pas, on va dire, voilà, on en reparlera parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu à part et c'est le problème du coup des cumuls d'émissions souvent, c'est qu'on est obligé de se baser sur un profil et on ne peut pas non plus du coup en donner plusieurs. Je continue. Donc, on a remis quelques définitions du CDAP, l'espace bailleur. Alors, monenfant.fr, donc là, c'est quand même une plateforme nationale donc, qui est destinée aux familles donc, qui souhaitent rechercher un mode d'accueil, assistante maternelle, EAJE, ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, ce qui permet d'offrir une cartographie aussi donc, aux familles pour choisir, rechercher les modes d'accueil qu'il peut y avoir donc, sur le territoire. Donc, c'est un accès aussi sécurisé pour les professionnels des assistantes maternelles et les structures d'accueil, puisque les assistantes maternelles donc, ont une obligation de s'inscrire dans monenfant.fr, de remettre à jour leur disponibilité, tout leur statut, donc en lien avec les relais petite enfance, les structures de relais petite enfance, et pour les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, ils ont aussi l'obligation de mettre à jour donc, leur disponibilité. Voilà, pour que justement, si les parents recherchent un mode d'accueil, sachent que quand même telle ou telle structure peut accueillir leur enfant. Au niveau du partenaire AFAS, donc ça, c'est vraiment dédié qu'aux établissements d'accueil jeune enfant, accueil de loisirs, espace de vie sociale, service d'aide à domicile. Donc, pour nous, c'est l'entrée donc pour les partenaires pour déclarer leurs données d'activité, le suivi de l'équipement et pour donc générer derrière donc les financements qui leur sont accordés. Ensuite, on a le partenaire RSA. Donc, ça, de toute façon, j'en ai un petit peu parlé avant. Voilà. C'est de toute façon, on vous retrace en fait les profils que vous avez en fonction du coup des métiers que vous exercez, des activités que vous exercez. Donc forcément, partenaire RSA, ça va être du coup tous les services qui sont instructeurs RSA. Donc ça va être principalement du coup tout ce qui va être géré par les conseils départementaux. Forcément, puisque nous, on a délégation pour verser le RSA, mais rester décisionnaire et du coup instructeur, et pour avoir une visibilité sur la situation des personnes, sur la prononcée des sanctions, des
des propositions d'opportunités, etc. Donc ça, c'est un profil aussi qui est différent et qui a été fixé en fonction de la profession. On a la téléprocédure ESAT, donc ça, je l'ai abordé assez rapidement, puisque pour l'instant, elle n'est pas encore active. Elle doit rentrer en vigueur, je crois, à partir du mois de juillet. Ça sera normalement effectif pour cette fin d'année, puisque le but, c'est toujours qu'elle soit active qu'elle soit active pour le mois de novembre, que les garanties de ressources soient déclarées du coup au maximum, au plus tard au 31 décembre. Et après, on a donc Adonis, donc, qui est réservé donc, au service des aides à domicile, donc pour l'enregistrement de leur dossier. Voilà. Hop. J'ai changé, non, il n'a pas voulu changer. Alors, on a simplement remis donc la procédure, donc une habilitation donc, est demandée au niveau du secrétariat de la direction, donc avec un contrat de service qui est signé, une convention d'accès à mon compte partenaire et un bulletin d'adhésion au service, c'est-à-dire quelqu'un qui a un conventionnement et un accès à ces DAP, la CAF donc s'engage à lui renvoyer un bulletin d'adhésion s'il souhaite adhérer au service AFAS. Voilà. Voilà. Donc, alors moi, je tiens quand même à souligner quand même d'être très vigilant sur les profils, que ce soit pour les administrateurs en cas de changement d'administrateur, de bien le signaler à la CAF. On se rend compte que beaucoup sont administrateurs, donc des personnes soi-disant qui peuvent être parties ou qui sont peut-être décédées ou autres. Voilà, de bien le signaler à la CAF puisque c'est l'administrateur qui doit normalement donner les accès aux autres personnes, donc avec les habilitations. Donc, être bien vigilant là-dessus. Et surtout remettre à jour les habilitations pour les personnes qui auraient quitté les organismes. Voilà. Surtout que là, en plus, avec la double authentification, on va avoir la difficulté que si vous loguez sur une ancienne adresse mail d'une personne qui est partie, qu'elle n'est plus active, vous n'y avez pas accès, bah, comme il faudra valider le code confidentiel, par exemple, bah, là, on ne pourra rien faire puisque du coup, la personne est partie. Donc, c'est pas, voilà, c'est très important et c'est assez rapide. Hein, vous pouvez écrire du coup depuis l'espace pour que bah, du coup, il y ait un suivi de votre activité et puis que vous puissiez, comme on en parlait juste avant, aussi ajouter des collaborateurs au besoin. Il n'y a que l'administrateur qui a vraiment la main dessus. Et nous, c'est avec du coup cette personne-là qu'on agit directement. Donc, si on a des campagnes ou autres à faire de sensibilisation, souvent c'est à l'administrateur. Donc, très important. On vous a remis après, du coup, comment on se connecte à l'espace partenaire. Bon, ça, vous savez déjà. C'est juste que l'espace bailleur est un petit peu à part du reste de l'espace partenaire, puisque dedans, on a du coup, l'espace partenaire ne nécessite pas toujours la signature d'une convention, puisqu'il est, pour les personnes physiques, par exemple, bailleur d'un seul logement, c'est fait intuitivement. Du coup, dès qu'il est connu chez nous, ça lui ouvre une convention. Ça va être pour les bailleurs moraux, où là, ils ont plus une grande casquette, on va dire. Souvent, on a besoin d'une convention derrière. Donc, on ne vous redétaille pas ça non plus. Hein. On vous remet soit l'identifiant personnel, soit l'adresse mail, sous réserve que ça fonctionne, avec le code d'authentification qui va être valable 24 heures, je crois. 24 heures. Hop. Et on va terminer du coup sur le dernier focus. Dispositif à vif. Alors, je regarde juste si j'ai une question avant d'enchaîner. Et ça sera le dernier sujet. Après, on vous libérera et vous pourrez aller déjeuner tranquillement. Alors, hop. Donc, les avis. Hop. Alors, à quoi consiste donc le label AVIP? Alors, je vais un peu lire parce que donc, le label AVIP est attribué aux établissements d'accueil du jeune enfant donc, qui réservent au moins 20% de leur place donc, aux parents qui sont donc, en insertion professionnelle ou sociale. Donc, à savoir, aujourd'hui, la majorité donc, des structures ont une obligation donc, d'accueillir des enfants dont les parents sont en parcours d'insertion professionnelle. Donc, les parents qui bénéficient ainsi d'une place d'accueil pour leurs enfants de moins de 3 ans pendant leur recherche d'emploi ou leur démarche d'insertion. Alors, il ne s'agit pas de places gelées, mais d'un dispositif permettant d'accueillir les enfants de manière souple au fil de l'année. Et cet accueil à vie constitue par conséquent un levier pour favoriser le retour à l'emploi des parents, proposer à tous les enfants un accueil de qualité et lutter contre les inégalités sociales dès leur âge. Donc, c'est vraiment axé quand même sur l'accueil de l'enfant. Voilà, sur cette lutte des inégalités, c'est pouvoir ne pas réserver que des places pour des enfants dont les parents travaillent et voilà. Un peu sur une ouverture d'esprit différente. C'est pour avoir possibilité spontanée aussi une personne qui est en réinsertion ou autre, qui par exemple sort du RSA et qui voudrait du coup suivre une formation pour développer une activité ou autre. Si elle n'avait pas fait de demande ou cherché de crèche, de garde ou autre avant, elle n'aura pas de place, puisque on sait que des fois il faut s'y prendre 2 ans à l'avance.
Là, on aura quand même une priorisation grâce du coup à ce label-là. Après, dans la limite des stocks disponibles, malheureusement. Oh, ça va, là, sur le département. Mais on en a beaucoup sur le département. Il me semble que ouais, ça s'est très bien développé. C'est bien développé, et puis bon, ça permet, elle le dit après. Oui. C'est pas moi qui ai fait la politique. Et du coup, on en revient sur les objectifs. Les objectifs, donc lever les freins périphériques à l'emploi, faciliter le recours à un mode d'accueil, donc pour les familles les plus modestes, et du coup, lutter contre les inégalités sociales. Donc dès le plus jeune âge, donc on reprend, voilà. Ouais. On ne veut pas pénaliser l'enfant, voilà, ni le parent. Voilà, pas de milieu social identifié. Donc, il s'adresse à tous les parents qui ont un enfant de moins de 3 ans, inscrits à France Travail et engagés dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Donc, les démarches visées intègrent une recherche d'emploi accompagnée, une entrée en formation, un parcours d'accompagnement pour les bénéficiaires du RSA et un parcours d'intégration pour les personnes réfugiées. Et les familles monoparentales sont prioritaires. Donc après, pour que la famille puisse inscrire son enfant à la crèche ou au multi-accueil ou micro-crèche, devra justifier d'une telle démarche. Voilà. C'est tout un accompagnement qui va être fait aussi avec France Travail. Donc voilà. Vous pourrez reprendre du coup le support, mais l'avantage, même si vous vous retrouvez sur nos pages locales aussi, tout ce qui est du coup AVIP, tout ce qui est du coup développement des crèches, mais là vous avez au moins la petite synthèse de qui pourrait être concerné et comment du coup c'est mis en place, puisqu'on le revoit encore après. Donc vous voyez, c'est restrictif, mais ça cible quand même forcément une grande partie aussi de nos allocataires à nous, et qui peuvent bénéficier du coup de ce petit coup de pouce action sociale. Yep. Voilà. Donc depuis 2024, la CAF de la Haute-Marne avait déployé, on avait les labels AVIP et les labels AVIS, qui sont désormais regroupés autour du label unifié, qu'on appelle ça AVIP. Donc au niveau du département, on a 6 structures qui étaient labellisées AVIP en 2025, pour un total de 13 places. Donc le profil des bénéficiaires, c'était 8 parents et 9 enfants qui ont bénéficié du dispositif en 2025, 4 qui vivaient en quartier prioritaire de la ville, 3 avaient moins de 25 ans, 5 étaient en situation de monoparentalité. Et à l'issue du parcours, 3 parents ont accédé à un contrat CDD, à une formation, et 3 ont signé un nouveau contrat AVIP. Voilà. Donc à compter de 2026, 10 structures bénéficient du label AVIP. Donc on vient de renouveler là et d'étendre justement la labellisation au label AVIP. Donc on en a 4 de plus. Donc on vous a mis une petite cartographie qui représente quasiment la totalité des structures qui sont implantées sur le département et qui donc ont adhéré au dispositif AVIP. Oui, elles y sont toutes. Et en plus, vous voyez que c'est bien. J'allais dire c'est bien réparti. Voilà. Il en manque peut-être du coup une côté 3 forêts, j'ai l'impression. Peut-être mais voilà, mais bon, le but de la CAF aussi, nous, c'est de développer les partenariats partout sur le département. Donc là où c'est possible, on va essayer du coup d'aller chercher aussi. Puis là où il y a de la demande, on va pas se le cacher aussi. Alors, les nouveautés pour 2026, avec les objectifs de la loi du plein emploi et du service public de la petite enfance, donc du 8 septembre 2025, entre l'État, la branche famille et France Travail, a introduit des nouveautés pour le label AVIP. Donc, un public élargi à tout parent engagé dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle, un élargissement du repérage et de l'orientation des parents vers le mode AVIP à tous les partenaires du champ d'insertion professionnelle, sociale et professionnelle, la possibilité pour les crèches labellisées de mutualiser leur engagement AVIP et de se regrouper en réseau. Donc, les structures labellisées sur le nord du département de la Haute-Marne ont fait le choix de la mise en réseau permettant de regrouper, partager l'accueil des enfants orientés et mieux répondre aux besoins du territoire. Tout en sachant que sur le nord du département, le gestionnaire principal, donc c'est la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, qui couvre quand même une bonne partie du nord du département. Peut-être plus facile pour eux justement de se regrouper. Tous les partenaires du champ J'ai juste une petite question. On me demande s'il n'y en a aucune sur Chaumont. Elles étaient labellisées AVIS. Alors je reviens peut-être sur la carte. Mais pourtant, je crois que l'année dernière. Effectivement, dans le jaune, il n'y en a pas. Mais il me semblait qu'il y avait Chaumont aussi. Chaumont était AVIS l'année dernière. Alors, le renouvellement des AVIP, on en a fait à la commission d'action sociale début d'année et on en a renouvelé là. Alors, peut-être que la carte n'a pas été remise à jour.
mais c'est pas ça. La commission d'action sociale, là, elle fait peut-être partie des autres structures. Parce qu'il y avait ceux qui étaient labellisés AVIP et ceux qui étaient labellisés AVIS. Et je crois que Chaumont, l'année dernière, c'était sur du AVIS. Donc, je pense que l'intégration à AVIP, alors, je crois qu'il n'y en avait qu'une des structures. Je ne crois pas que les 3 étaient labellisés. Mais ouais, il faudrait qu'on je vais regarder, enfin, je vais noter, mais je vais regarder si la cartographie est encore bonne. S'il y en a des nouvelles, au pire, on la remettra aussi à jour. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est, alors s'il y a peut-être des personnes qui n'auront peut-être pas le temps ou qui voudraient s'inscrire dès maintenant, je vais vous donner l'adresse mail tout de suite de Sophie Rouchou. Ouais. Donc, c'est la personne vers qui... Référente petite enfance de chez nous. Donc, qui prendra votre inscription si vous souhaitez y participer. Donc, vous lui envoyez un mail pour dire que vous souhaitez participer à celui du 9 juin ou du 11 juin, je crois. C'est 9 et 11. Voilà. Et vous identifiez bien votre profil, hein, là, pour qui... Oui, vous dites pour qui vous travaillez. Hein, ouais. Alors. Bon, après, peut-être que des particuliers... Non, peut-être pas. Peut-être pas public. Non. Donc, je vous remets ici. Donc, je reverrai aussi pour la cartographie éventuellement avant de... Je la rappellerai tout à l'heure pour lui demander. Voilà. Je vous l'ai remis du coup dans le fil de discussion. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas chaud. Mais oui, effectivement. Bon, après, c'est vrai qu'on est désolé parce qu'on n'a pas tout... Ça en fait 10, là. Toute la data, on n'est pas hyper pro pour tout le développement à vivre parce que c'est pas nos branches privilégiées. Madame Fount qui me demande, est-ce que le label AVIP peut également concerner un parent demandeur d'emploi même s'il a un conjoint en activité? Oui, mais elle n'est pas privilégiée parce qu'en famille, on privilégie les personnes monoparentales déjà. Mais si, parce que la garde d'enfants, c'est, je pense. Après, à tout parent d'un enfant de moins de 3 ans. Tout parent, non, pas oui, exclu, on n'exclut pas du coup si le monsieur travaille et puis que la maman ne travaille pas et si la maman elle souhaite faire une formation, je pense que dans la logique des choses, ça peut intégrer quand même. Non, on l'aurait précisé, sinon que les 2 parents doivent être du coup sans activité ou en recherche d'emploi ou autre. Donc non, ça ne freine pas. Et puis en plus, il en aurait tout autant besoin, puisque il n'y aura toujours personne pour le garder et s'il y a une démarche d'insertion, on en fera partie. Mais effectivement, si il n'y a aucune place et puis que la personne à côté du coup est seule, c'est la famille monoparentale qui sera prioritaire sur ce mode de garde. Après, bon, il y a toujours des places normalement. Oui, actuellement. Et puis s'il n'y en a pas, on en fera une de place. Voilà. Hop, je reviens du coup, on en était juste là. Et tous les partenaires du champ d'intervention peuvent être repérés et orienter les parents vers un mode d'accueil à VIP, les prescripteurs, donc je pense que vous trouverez peut-être dans la liste. Le plus simple, ça sera que vous les relisiez, parce que je pense que vous allez les oublier. Et puis je pense qu'il y en a certains, vous en faites partie, donc voilà, après... Oui, après, je suis en train de regarder si il y en a des spécifiques, mais vous voyez qu'il y a vraiment tous les organismes, à la fois sécurité sociale, à la fois du coup accompagnement social, voilà, on a tout. Donc ils peuvent tous participer, donc on rencontre. Vous êtes bienvenus. Ah oui, donc il y a un référent à VIP qui est désigné donc, dans chaque structure petite enfance labellisée. C'est ça aussi qui est un petit peu difficile au niveau des labellisations, c'est qu'il faut trouver la personne qui a le profil et qui peut assurer cette fonction. Le parent fait l'objet d'une orientation donc, par le partenaire prescripteur qui identifie que l'accès à un mode d'accueil conditionne la bonne réalisation de son parcours d'insertion, c'est-à-dire que c'est un travail qui est fait en collaboration avec le référent à VIP de la structure petite enfance et puis la personne qui va s'occuper du parent en question. Alors, l'outil Dora peut permettre d'initier le début de contact avec la structure labellisée, suivi d'un échange téléphonique entre le référent à VIP et de l'organisme et celui de la crèche. Alors là, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Alors, l'outil Dora, vous voyez, il y a le petit logo en bas à droite, c'est la plateforme de l'inclusion. Donc, j'imagine que lorsque du coup, vous êtes un petit peu initié, vous êtes partenaire du coup, de cette mission-là, on peut vous mettre à disposition. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Alors, quand je le relis, j'ai l'impression que du coup, en contact avec la structure labellisée, c'est celui de la crèche. À voir d'ailleurs si c'est pas un libre accès, l'outil Dora, ou en fonction de votre profil. Ça serait une question
seule Madame Rochoux pourrait Ouais. répondre. Malheureusement, voilà, elle ne sera pas là, puisqu'en plus, elle dépend de notre site de Saint-Dizier, donc ça aurait été un peu compliqué pour nous de le faire. Par contre, rien n'empêche que la contactiez. Si vous ne pouvez Sûr. pas être au rendez-vous, par exemple, parce elle est très, très à cœur de sa mission et du coup de l'accompagnement de tout ce qui est Mm. structure, enfin de toutes les structures et de tous les partenaires qui sont du coup en lien avec la petite enfance. Donc si vous avez une Oui, question vraiment ou une si vous question, souhaitez, vous pouvez l'envoyer, voilà. hein. Bon, après, le mieux des fois, c'est peut-être de reconsulter nos pages locales. Vous Voilà, avez des fois la réponse, c'est oui. ça. Mm. Dans le module de recherche, vous cherchez AVIP ou crèche AVIP et vous retrouverez peut-être déjà un bout de réponse. Parce que sinon, elle appréciera peut-être pas si vous lui posez la question sans avoir cherché un minima aussi. Mais bon, après, c'est aussi de notre faute. On n'a pas forcément toutes les données sur ce sujet. Donc, une fois que la crèche est labellisée, donc elle examinera la demande. Réponse sera faite systématiquement donc, au partenaire, donc qui sera à l'origine de l'orientation de la famille. Le professionnel qui a orienté le parent poursuit son cas d'accompagnement, donc après que ce dernier soit, donc, je pense, intégré, que l'enfant soit intégré donc, dans la structure. Et le prescripteur peut être également contacté directement par le référent AVIP de la structure labellisée pour proposer un parent. D'accord. D'accord. Voilà. On apprend un petit peu aussi en même temps. C'est vrai que c'est pas. Alors, l'accompagnement pour la famille, donc il y a une charte nationale qui fixe les principes, enfin, les modalités d'accueil des familles dans le cadre du dispositif AVIP. Alors, je pense que vous pourrez peut-être retrouver des questions parce que ça a l'air d'être quand même pas mal détaillé. Donc, la structure d'accueil adapte son fonctionnement aux besoins spécifiques des familles, amplitude horaire, jour d'accueil en lien avec le prescripteur. Lorsque le parent bénéficiaire retrouve un emploi ou que l'accompagnement social ou professionnel s'interrompt, le mode d'accueil AVIP favorise la continuité de l'accueil de l'enfant en son sein avec le concours du mode d'accueil partenaire. D'accord. Donc, au final, la place qui a été réservée à un moment T pour un enfant, donc dans le dispositif AVIP, est maintenue jusqu'à temps que l'enfant ait atteint l'âge ou que la famille souhaite après ne plus mettre l'enfant dans la structure. Donc, au final, je pense qu'ils doivent faire des contrats adaptés donc, à ces enfants-là en fonction justement des formations, de la recherche d'emploi, donc pour les familles. En ayant besoin. Voilà, les familles concernées. Et pour terminer, quel retour des crèches? La labellisation est un moyen pour les structures de soutenir la pratique professionnelle de leurs équipes au cours d'un projet social fédérateur et de diversifier leurs partenaires par la création de liens avec les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle. Voilà, donc ça permet aussi pour vous, professionnels, d'avoir un lien direct avec les structures dans le domaine de la petite enfance. Voilà, de mettre en place peut-être des actions qui sont un petit peu différentes de ce que vous faites au quotidien et puis de proposer un accompagnement pour les familles en sécurisant quand même des places d'accueil pour leurs enfants. Et grâce à une gestion plus souple des places et un public élargi, le dispositif permet aussi de développer le taux d'occupation. Donc, il ne faut pas se leurrer, nous sommes sur un département qui est un petit peu en perte de natalité. Donc, les structures d'accueil aujourd'hui ont beaucoup de difficultés donc, à remplir leur structure. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de proposer et d'améliorer le taux d'occupation et puis de continuer donc, à financer ces structures le plus longtemps possible. Et puis, donc après, AVIP permet d'accéder à des financements spécifiques de la part de la CAF. Bien sûr, la CAF finance les dispositifs AVIP dans le cadre des référents. Donc, des subventions sont proposées pour les structures. Alors, des rencontres territoriales, donc, on en a elles sont parlé, tout un peu… mais ça permet de corriger aussi la dernière, qui ne sera pas à la CAF, mais à France Travail, à Langres. Ah ouais, d'accord. Donc, ce qu'on a dû faire copier-coller CAF Chaumont parce que c'était la même chose. D'accord, 9 juin à 10h à la CAF de Chaumont. Donc, le 9 juin, voilà, c'est bien à 10h à CAF de Chaumont, l'autre est déjà passé. Donc, l'Agence France Travail de Langres. Et voilà, si vous êtes intéressé sur le 11 juin et que vous êtes plus du coup sur le sud des départements, ça peut vous intéresser. Sachez que du coup, c'est toujours auprès de Mme Rouchou, je pense que moi c'est même sûr, que vous pouvez vous inscrire, mais ça se déroulera à France Travail, directement du coup dans les locaux de France Travail à Langres. Donc ça peut être plus intéressant si vous êtes sur le sud des départements. Alors, si vous êtes dans le nord, apparemment, ça a déjà eu lieu depuis le 5 mai. Alors ça me semble très loin. Alors c'est possible que ce soit le 5 mai pour valoriser le fait qu'on l'ait eu. C'est peut-être le 5 juin, mais moi je vous dirais quand même que c'était le 5 mai. C'était le 5 mai, d'accord. Bon, là au moins on a la certitude.
Et voilà, du coup, je pense qu'on en a terminé. Alors, je vais refaire un point rapide, du coup, voir si j'ai une question ou quelque chose. Ok, ok, ok. Eh bien, je pense que c'est bon pour tout le monde. Du coup, on vous laisse, oui, bah, il y a le petit QR code, mais ça, vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite, ou vous pourrez le refaire plus tard si ça vous intéresse de donner votre avis, vos idées, de comment améliorer, si besoin, la présentation peut-être un peu plus vite. On a fait comme on a pu pour le tenir, on voulait finir avant midi, on a réussi. Euh, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez quand même les mettre sur le fil de discussion. En tout cas, on vous remercie sincèrement du coup pour votre écoute, pour Merci vos beaucoup. questions aussi, pour votre interaction. Et puis, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, on vous souhaite un bon lundi. Alors, ok. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci Très bien, pour merci vos petits beaucoup. mots aussi. Et puis, en tout cas, on vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. Et puis, au plaisir de vous revoir, du coup, au plus tard le mois prochain. À bientôt, au revoir.